Mesdames et messieurs, comme je m'y étais engagé la semaine dernière, je reviens vers vous pour vous présenter, épaulé par plusieurs membres du gouvernement, les premiers axes de la stratégie vaccinale adoptée par la France. Un mot au préalable sur la situation sanitaire de notre pays qui s'améliore progressivement. La circulation du virus continue de reculer de semaine en semaine. Le nombre de cas positifs diminue et nous pourrions, dans les jours à venir, passer sous la barre des 10 000 cas quotidiens en moyenne. En conséquence, la pression sur les hôpitaux s'allège progressivement. Nous comptions hier soir 3 488 personnes hospitalisées en réanimation et je veux inlassablement redire ma vive reconnaissance à nos professionnels de santé. La France est aujourd'hui le pays d'Europe où la baisse de la pression épidémique a été la plus forte et la plus rapide. C'est le fruit des efforts de chacune et chacun d'entre vous qui avez respecté les règles sanitaires. Et je tiens à nouveau à vous en remercier. C'est aussi le résultat de notre stratégie de freinage, avec le couvre-feu d'abord, puis le confinement. Ces mesures ont été, je le sais bien, dures pour nombre d'entre vous. Mais elles étaient nécessaires et restent encore nécessaires. Car la situation reste fragile. Le niveau de circulation du virus et le nombre de personnes en réanimation restent ainsi supérieurs à ce qu'ils étaient en mai dernier, lorsque nous avons déconfiné. Nous ne sommes pas encore venus à bout de ce virus et nous devons rester mobilisés. Dès demain, les lieux de culte, à la suite de la décision du Conseil d'État et des discussions fructueuses que le ministre de l'Intérieur et moi-même avons conduites avec leurs représentants, pourront accueillir les fidèles avec une règle d'un siège sur 3 et d'une rangée sur 2, et ce, le temps du confinement. Ce confinement va encore durer 2 semaines avant l'ouverture d'une nouvelle phase d'assouplissement le 15 décembre prochain, si la tendance actuelle se poursuit et donc si nous restons vigilants. Nous passerons alors, vous le savez, à un régime de couvre-feu de 21h à 6h du matin, sauf pour les réveillons des 24 et 31 décembre. Les déplacements seront autorisés sur la France entière, sans attestation pendant la journée. Plusieurs activités, notamment dans le champ de la culture, pourront reprendre dans le respect de protocoles sanitaires stricts. Cette nouvelle étape sera encore marquée par des règles de grande prudence. C'est pourquoi les activités entraînant le plus de risques, notamment parce qu'elles favorisent le brassage et la concentration de population, ou qu'elles ne permettent pas le port du masque en continu, resteront fermées. Nous les accompagnerons par des mesures économiques qui ont été renforcées. Nous ne sortirons de cette crise que si nous avançons par étapes et avec prudence. Gardons en mémoire la réalité du risque d'un rebond de l'épidémie. C'est ce que nous avons connu cet été. C'est ce que tous les pays autour de nous ont vécu. Il faut à tout prix éviter de revivre ce scénario à l'occasion des fêtes de fin d'année parce que c'est une période propice au regroupement. Nous devons être ensemble attentifs et solidaires pour écarter ce risque d'un reconfinement quelques semaines plus tard. Voyez que les États-Unis, qui étaient déjà dans une situation sanitaire difficile, redoutent actuellement une flambée de nouveaux cas après le relâchement observé lors des fêtes de Thanksgiving. Comme nous l'avons souhaité avec le président de la République, vous pourrez retrouver vos proches pour les fêtes de fin d'année, pour passer ces moments précieux en famille ou entre amis. Mais cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou Nouvel An comme les années précédentes. Il nous faudra respecter les gestes barrières et toujours veiller à protéger les plus fragiles, en particulier nos aînés. La plupart de nos voisins européens ont fixé un nombre maximum de convives à réunir pour ces réveillons allant de 6 à 10 personnes, hors enfants selon les pays.
il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes, sans compter les enfants. Nous avons saisi le Haut Conseil de santé publique pour préciser les préconisations complémentaires de prudence qu'il sera hautement souhaitable de respecter, et l'avis est attendu en début de semaine prochaine. Ces résultats doivent être consolidés et nous permettre d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Cet optimisme est renforcé par le lancement très prochain de la campagne de vaccination contre la Covid-19. L'arrivée du vaccin est une étape très importante dans notre combat collectif contre l'épidémie. C'est une arme supplémentaire à notre disposition qui va nous permettre de mieux nous protéger. La mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs français et mondiaux de la science et de la recherche médicale a permis de développer ces premiers vaccins dans des délais rapides, ce qui nous permettra d'entamer la campagne de vaccination environ 1 an après l'apparition du virus. Pour autant, ce délai, qui peut sembler bref au regard de la durée habituelle de développement d'un vaccin, ne signifie en aucun cas que nous nous serions précipités au détriment de la sécurité sanitaire. C'est le fruit d'une mobilisation inédite et exceptionnelle de toute la communauté scientifique mondiale pour répondre à cette pandémie elle-même inédite et exceptionnelle. Cet effort de recherche sans précédent a porté sur plusieurs centaines de projets fondés sur des approches ou des techniques scientifiques différentes. Si tous ces projets n'aboutiront évidemment pas, beaucoup ont avancé suffisamment pour constituer des candidats sérieux dont certains sont engagés dans leur première phase d'essais cliniques. Nous entendrons dans un instant le professeur d'immunologie Alain Fischer qui nous présentera les différents vaccins en cours de développement, leurs différences technologiques et médicales, ainsi que les processus d'évaluation qui précèdent ce qu'on appelle leur autorisation de mise sur le marché. Dans les tout prochains jours et en toute hypothèse avant le 29 décembre prochain, l'Agence européenne du médicament se prononcera sur l'autorisation de mise sur le marché des 2 premiers vaccins les plus avancés, le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna. Cette autorisation européenne obtenue, c'est une autorité sanitaire française, la Haute Autorité de Santé, qui se prononcera. Ces étapes constituent des garanties indispensables pour commencer à nous faire vacciner en France. Je sais que les questions que vous vous posez sont nombreuses et c'est normal. Est-ce que ces vaccins sont sûrs? Est-ce qu'ils sont efficaces? Y en aura-t-il assez pour tout le monde? Qui sera prioritaire pour l'accès au premier vaccin? Où pourra-t-on se faire vacciner? Et par qui? Et certainement bien d'autres questions encore. Nous essaierons de répondre à ces questions qui sont toutes importantes et légitimes. Certaines dépendent de décisions d'autorités scientifiques indépendantes, françaises ou européennes. Ainsi, la décision d'autoriser ou non un vaccin ne relève pas directement du gouvernement, mais appartient aux autorités scientifiques indépendantes qui sont en charge de l'évaluation des produits de santé. Autre exemple, le choix des personnes qui devront être vaccinées en priorité n'incombe pas au gouvernement, mais à la Haute Autorité de Santé qui s'est d'ailleurs prononcée en début de semaine sur la base d'une expertise indépendante que nous entendons évidemment respecter. Quelle est la responsabilité de l'État? Eh bien que tout vaccin mis sur le marché ait bien reçu toutes les autorisations nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des Français, de garantir que les vaccins autorisés arrivent rapidement et dans le cadre d'une logistique efficace. Elle est aussi que l'ensemble des professionnels de santé concernés soient mobilisés dans le champ de leurs compétences. Le rôle de l'État, c'est également que les publics prioritaires puissent accéder aux vaccins dans des conditions de simplicité, de sécurité et de transparence qui préservent
notamment leur capacité à savoir et donc à décider. Le début de la vaccination est désormais une question de semaines. Mais nous nous préparons depuis déjà plusieurs mois à cette échéance. Notre premier objectif a été de garantir que la France disposera de suffisamment de vaccins le moment venu. C'est la raison pour laquelle nous nous y sommes pris très en avance. Plusieurs candidats vaccins avaient été identifiés dès juin comme ayant des chances de réussir. Et dès le printemps dernier, la France avait proposé à ses partenaires européens d'acquérir ces vaccins ensemble pour peser plus fort dans les négociations avec les laboratoires et pour éviter la logique du premier arrivé, premier service. Une task force européenne a ainsi été mise en place dès juin dernier pour acquérir ces vaccins. Un remarquable travail a été conduit au niveau européen, qui a aujourd'hui permis de signer 6 contrats d'approvisionnement et qui se poursuit. Il témoigne de la capacité des partenaires européens à unir leurs efforts et leurs compétences au bénéfice des citoyens européens. Grâce à ce travail, les prix sont les mêmes pour tous les pays. Les vaccins livrés à chaque pays arrivent au même moment et pour des quantités fixées au prorata de la population des États, soit 15% pour la France. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite à ce jour 2 injections à quelques semaines d'intervalle. C'est plus que nos besoins, ce d'autant que tout le monde ne souhaitera pas être vacciné, mais c'est la marge de sécurité que nous prenons, car certains des vaccins en cours de développement pourraient ne pas obtenir in fine leur autorisation et qu'un taux de perte doit être pris en compte. Or, comme je l'ai dit, notre premier objectif est de garantir que la France ait suffisamment de vaccins pour sa population. Et évidemment, et c'est un autre atout des négociations conduites au niveau européen, nous ne paierons à la fin que ce qui nous sera effectivement livré. La vaccination sera gratuite pour tous et le gouvernement a budgété à cette fin 1,5 milliard d'euros dans le budget de la sécurité sociale pour 2021. Agnès Pannier-Runacher et Clément Beaune préciseront tout à l'heure cette stratégie d'acquisition des vaccins. Ça, c'est le premier objectif, avoir les quantités suffisantes. Notre deuxième objectif est de vacciner en priorité les personnes pour lesquelles le virus de la Covid est le plus dangereux. C'est un impératif de santé publique. Une dizaine de vaccins devraient arriver sur le marché entre fin décembre et cet été. Mais comme je l'ai indiqué, seuls 2 d'entre eux seront disponibles au mieux dès les derniers jours de décembre, sinon à partir de janvier. Tout le monde ne pourra donc pas se faire vacciner immédiatement. Dans son avis publié lundi, la Haute Autorité de Santé a établi un ordre très précis des populations à vacciner. Elle nous recommande de vacciner d'abord les personnes âgées en établissement, notamment les EHPAD, à la fois les résidents et les personnels y travaillant lorsque ces derniers sont à risque de développer une forme grave de la maladie, par exemple lorsqu'ils sont diabétiques. Cela représente environ 1 million de personnes, ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrés au cours du premier mois. C'est la phase 1 de notre stratégie. Puis, au fur et à mesure des livraisons, nous élargirons le périmètre de la vaccination en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou à une pathologie chronique et ainsi que par certains professionnels de santé. C'est la phase 2 de notre stratégie qui devrait commencer en février et s'étendra jusqu'au printemps. Enfin, comme l'a annoncé le président de la République, nous ouvrirons progressivement, à partir du printemps, la vaccination à l'ensemble de la population. Ce sera la phase 3 de notre stratégie. Le ministre chargé de la Santé, Olivier Véran, reviendra plus en détail
sur chacune des phases. En fait, vous l'avez compris, le déploiement de la vaccination se fera progressivement suivant une logique simple. Priorité sera donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Notre troisième objectif est donc de construire une logistique adaptée à ce défi majeur de la vaccination. Acheminer des millions de vaccins, certains avec des caractéristiques très particulières, le vaccin Pfizer doit par exemple être conservé à moins 80 degrés, est en effet une opération d'une très grande complexité. Nous y travaillons aussi depuis plusieurs mois. Nous avons acheté le matériel et les équipements nécessaires et nous serons prêts pour les premières vaccinations dès que les vaccins seront disponibles. Notre quatrième et dernier objectif, il est de construire une stratégie vaccinale qui réponde à 3 impératifs: la sécurité, la transparence et la proximité. Premier impératif, je l'ai déjà évoqué, la sécurité. Je sais et j'entends les réticences, voire parfois les craintes exprimées par certains d'entre vous. Je veux rappeler que si un vaccin est autorisé, c'est au terme d'une procédure rigoureuse d'essais et d'évaluation conduite par des autorités sanitaires indépendantes. Nous ne démarrons rien sans l'avis préalable de la Haute Autorité de Santé sur chacun des vaccins. Et les personnes vaccinées seront suivies dans le cadre d'un dispositif renforcé de pharmacovigilance et de traçabilité, mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament et l'assurance maladie. Deuxième impératif, la transparence. Je souhaite que les Français aient accès à toute l'information dont nous disposerons nous-mêmes. C'est pourquoi notre stratégie vaccinale sera présentée au Parlement dans le cadre d'un débat prévu par l'article 50-1 de la Constitution au cours de ce mois. Je m'engage à ce que, durant toute la campagne de la vaccination, toute la transparence, toute la pédagogie soit faite sur les décisions que nous prendrons et sur l'organisation que nous mettrons en place. Le président de la République a voulu que les citoyens puissent avoir connaissance des débats scientifiques, qu'ils puissent dialoguer avec les experts et nous aider à être plus pertinents, plus clairs, plus attentifs à vos préoccupations. J'ai saisi à cet effet le Conseil économique et social environnemental afin qu'il organise et anime, c'est son rôle, l'association de la société civile et des citoyens à la conception et au suivi de notre stratégie vaccinale. Les collectivités territoriales seront également partie prenante, tant à l'élaboration de cette stratégie qu'aux modalités de son déploiement. Ce qui fait le lien avec la proximité. Je crois profondément que la confiance passe d'abord par la place que nos professionnels de santé tiendront dans notre stratégie vaccinale. En particulier, il est souhaitable que le médecin généraliste soit au cœur du dispositif et en particulier le médecin traitant. Et plus généralement, c'est par l'implication d'un maximum d'acteurs de terrain dans les territoires que passera la réussite de la vaccination, surtout à partir de la phase 2. Chacun doit pouvoir se faire vacciner par un professionnel de santé à côté de chez lui, qu'il connaît et en qui il a confiance. Je cède tout de suite la parole au professeur Alain Fischer, professeur d'immunologie et chercheur en biologie, qui va vous préciser ce que nous savons sur le processus de sélection et d'évaluation que ces vaccins ont suivi pour être autorisés, et sur les modalités que nous instaurerons pour garantir le plus haut niveau de pharmacovigilance. Monsieur le professeur. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Messieurs les ministres, comme vous venez de le dire très justement, la vaccination représente un espoir énorme, on peut le dire ainsi, pour arriver progressivement à contrôler cette pandémie qui a provoqué autant de morts et autant de souffrances de par le monde et spécifiquement en France. Les nouvelles qui sont arrivées de par les industriels qui ont développé les premiers vaccins au décours des études cliniques d'efficacité et de sécurité au cours de ces 2-3 dernières semaines
sont sur ce plan encourageantes et même, dans une certaine mesure, nous ont surpris par la qualité des résultats. Donc je vais brièvement les évoquer, mais avant de les évoquer, je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. C'est premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires, qui sont forcément très complets, ou qui ont déjà été adressés probablement, mais dont nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois, donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Donc aujourd'hui, nous avons information sur, disons, pour ce qui concerne la France, de 3 vaccins pour lesquels des essais de phase 3 ont été conduits et qui aboutissent sans doute, espérons-le, à une mise en pratique assez rapide des premières vaccinations. Dans l'ordre chronologique, les 2 premiers concernent une stratégie nouvelle de vaccination qui consiste à injecter par voie intramusculaire ce qu'on appelle de l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est un message d'une information génétique qui est enveloppée dans une petite bulle lipidique, toute petite bulle, qui va être capable de pénétrer dans les cellules en fusionnant avec la membrane. Et à l'intérieur des cellules intramusculaires, puisque l'injection est intramusculaire, cet ARN va permettre d'être traduit, c'est le terme consacré en science, en protéines. Donc ça sera la protéine dite d'enveloppe, la spike du virus, qui est la plus importante pour obtenir une réponse immunitaire. Et donc, cette protéine étant exprimée, présente dans les cellules, elle induira une réponse immunitaire. On sait que c'est le cas, des études déjà publiées montrent que des anticorps sont produits, des réponses immunitaires plus larges sont produites. Donc cette stratégie est complètement nouvelle parce qu'elle n'a jamais été utilisée à grande échelle chez l'homme, même s'il y a eu quelques personnes vaccinées dans le cadre des essais cliniques contre Ebola avec ce type de stratégie. Donc le premier, c'est le vaccin de Pfizer et BioNTech, dont les premiers résultats ont été annoncés avec une efficacité donc dans la période de temps que j'ai indiquée qui dépasse 90% et avec apparemment une protection également contre les formes graves de l'infection. Donc ce sont de très bonnes nouvelles, sauf d'autant qu'il n'a pas été signalé pour l'instant d'événements indésirables significatifs au cours des 2 à 3 mois qui suivent la vaccination. Donc c'est évidemment un espoir important avec les incertitudes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les aspects logistiques ont été mentionnés, je n'y reviens pas. Malheureusement, ce vaccin a besoin d'être conservé au froid. L'ARN est très fragile et donc ce qui complique l'approche logistique. Mais donc ce vaccin devrait, si les autorisations de l'Agence européenne puis l'évaluation française par l'HAS est positive, pouvoir commencer à être utilisé pour vacciner les personnes dans les EHPAD, comme cela a été indiqué tout à l'heure. Le deuxième vaccin qui suit de près est celui de la société Moderna, qui est fondé sur la même technologie, avec à peu près les mêmes résultats pour ne pas être trop long, et donc qui va suivre logiquement avec les possibilités de disposer de ce vaccin, si encore une fois l'évaluation réglementaire est satisfaisante. Ensuite vient une autre stratégie vaccinale qui repose sur des petits virus que nous connaissons bien, qui s'appellent les adénovirus, qui sont des virus banaux qui donnent des infections respiratoires, des rhumes, enfin, qui sont sans gravité. Donc on peut modifier ces virus au laboratoire. Cela s'est fait déjà depuis de nombreuses années avec d'autres objectifs médicaux. Cela s'est fait dans le cadre de la vaccination contre Ebola avec un certain succès. Donc ce n'est pas stricto sensu une technologie tout à fait nouvelle. Et donc la société AstraZeneca, à partir de travaux de l'université d'Oxford, a développé un tel vaccin et a fait état de résultats
qui indique globalement que sur les personnes vaccinées, environ 10 000, comparé au groupe contrôle, à peu près un taux de protection de 70%. Alors, il y a quelques incertitudes autour de ce vaccin qui font qu'il ne sera probablement pas mis en œuvre tout de suite. Non pas apparemment des incertitudes de sécurité, mais l'évaluation de l'efficacité est un tout petit peu biaisée par des sous-groupes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, sans doute, ce vaccin sera utilisable s'il est absolument validé en termes de ses résultats d'efficacité à côté de la sécurité, mais pas tout de suite. Et il faut savoir que viendront plus tard dans l'année, en courant 2021, 2 autres types de vaccins qui, je l'espère, apporteront aussi une contribution à la politique vaccinale, à la possibilité de vacciner. Le troisième est une technologie plus classique qui consiste à faire produire par des cellules la protéine d'intérêt, en l'occurrence toujours cette fameuse protéine spike, de l'associer à un adjuvant lipidique et de l'injecter par voie intramusculaire. C'est notamment la stratégie choisie, une des stratégies choisies par Sanofi, mais il y a également une société américaine qui est en train de mener des essais de phase 3 dont on attend des résultats au printemps. Et on verra si cette stratégie peut aussi compléter l'arsenal des agents vaccinaux. La 4e stratégie, qui viendra encore un peu plus tard, c'est celle qui consiste à utiliser des virus modifiés capables de se diviser transitoirement dans le corps et donc qui amplifient l'expression de la protéine, toujours la même, spike, nécessaire à la vaccination. C'est notamment la stratégie qui a été développée par l'Institut Pasteur avec un virus de la rougeole atténué, celui qui est utilisé depuis des dizaines d'années pour vacciner contre la rougeole, donc avec une très très forte information sur la sécurité, donc qui serait modifié pour permettre l'expression de la protéine spike. Il y a d'autres approches du même type qui sont développées par l'Institut Pasteur avec la société Merck. Donc ces résultats viendront en cours d'année 2021 et nous devrions disposer, espérons-le, de tout un arsenal de vaccins avec des propriétés un peu différentes et qui permettront sans doute d'adapter les indications en fonction des caractéristiques des vaccins, notamment sur cette fameuse question de la protection contre la transmission. Un point évidemment critique que, Monsieur le Premier ministre, vous avez déjà évoqué, c'est le fait qu'il ne faudrait pas craindre, en tous les cas pas trop craindre, que du fait de l'accélération incroyable de la recherche, de l'innovation industrielle autour de ces vaccins, que les vaccins soient mis à disposition et que l'on commence à vacciner des personnes sans que toutes les mesures de sécurité et d'évaluation n'aient pas été prises. Donc ça, c'est le rôle des agences réglementaires qui évaluent, donc l'agence européenne et les agences françaises pour ce qui nous concerne, qui évaluent la qualité du produit, est-ce qu'il n'y a pas d'impureté, etc., qui le contiennent, qui évaluent sa toxicité éventuelle dans des injections dans différents types de modèles animaux. Il y a tout un protocole sur ce point qui doit être strictement respecté, qui évalue son efficacité dans des modèles animaux, ce qui a été fait chez des souris, chez des hamsters, chez des primates, et évidemment qui évalue les essais cliniques, d'abord dits de phase 1, qui testent la dose, essentiellement les modalités, et puis les essais de phase 3 dont je viens de parler, qui évaluent à la fois la sécurité et l'efficacité. Et il faut qu'un vaccin coche vert, si je puis dire, sur chacun de ces items pour qu'ensuite il reçoive une autorisation. Il ne faudrait surtout pas penser que le fait que le processus se soit accéléré conduise à couper les coins, comme on dit en anglais, cut the corners, sur les conditions d'autorisation de ces vaccins. Et pour terminer, je voudrais dire un mot, reprendre un point bref qui concerne, et je pense que c'est très important dans l'établissement d'une forme de contrat de confiance entre la population et cette possibilité de vacciner, c'est la pharmacovigilance, donc un certain nombre d'actions, et évidemment en premier lieu celle de l'Agence nationale de sécurité du médicament, dont c'est une fonction, de surveiller de façon très attentive ce qui se passera chez les personnes vaccinées pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'événements indésirables qui seraient éventuellement de faible fréquence, mais même s'ils étaient de très faible fréquence, il va falloir les détecter et y répondre. Donc cette pharmacovigilance va s'exercer, on appelle ça parfois la vaccinovigilance, et aussi en parallèle sera évalué par l'INSERM, notamment des cohortes de sujets vaccinés. Je crois que c'est important sur le plan de la recherche. Et je voudrais terminer d'un mot, mais qui est peut-être le plus important, c'est que pour que cette vaccination soit efficace, il faut établir la confiance. Cette confiance, elle ne peut pas être juste un message, une espèce d'injonction verticale émanant de vous, les autorités de l'État. Elle implique, à mon avis, et c'est absolument critique, et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces questions, l'ensemble des acteurs, donc en premier lieu les professionnels de santé, qui doivent être eux-mêmes convaincus par une communication transparente et complète sur l'analyse bénéfice-risque, comme on dit, de ces vaccins. La société civile, vous l'avez dit, on peut penser en particulier aux associations de patients atteints de maladies chroniques,
Et on a absolument besoin de l'aide de nos collègues universitaires et scientifiques des sciences humaines et sociales, qui sont des spécialistes de l'hésitation vaccinale, le sujet qui est susceptible de nous occuper dans les semaines et les mois qui viennent, et qui sont susceptibles d'apporter des propositions sur la meilleure façon possible de communiquer et par ailleurs de faciliter la vaccination. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur Fischer. Je vais maintenant céder la parole à la ministre déléguée à l'industrie et au secrétaire d'État en charge des affaires européennes, qui vont, comme je l'ai annoncé, vous préciser le processus d'acquisition des vaccins au niveau européen. Merci, monsieur le Premier ministre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme cela a été dit, en avril dernier, sous l'impulsion du président de la République, la France a formé une coalition avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec les Pays-Bas, pour négocier avec les laboratoires pharmaceutiques. Notre enjeu était d'anticiper l'accès aux vaccins pour les 27 États membres et de sécuriser nos approvisionnements. Pour cela, nous avons fait le choix d'utiliser la force du collectif. En négociant au nom de 450 millions d'Européens, nous avons pesé davantage face aux laboratoires que chaque pays prit individuellement. En utilisant la force du collectif, nous avons également évité une course contre-productive entre pays et nous avons garanti un vaccin accessible à tous, au même prix et au même moment, y compris aux pays dont la population est moins nombreuse. Dès le mois de juin, cette initiative a porté ses fruits avec la signature d'un premier préaccord. Elle a été institutionnalisée sous la forme d'une task force européenne associant la Commission européenne et 6 pays, dont la France, qui ont directement pris part aux négociations futures. Nous avons retenu une stratégie ciblant les candidats vaccins sur la base de 3 critères. Premier critère, nous avons privilégié les candidats vaccins les plus prometteurs scientifiquement. Deuxième critère, pour couvrir au plus vite nos besoins, nous avons évidemment ciblé les laboratoires qui étaient les plus avancés dans leur étude clinique. Troisième critère, pour garantir la sécurité de tous, nous avons retenu des laboratoires qui étaient prêts à se soumettre à la procédure d'autorisation de mise sur le marché en transparence avec les autorités européennes. Tous les candidats vaccins ont été soumis à un comité scientifique d'évaluation de ces candidats vaccins, réunissant des experts venus d'horizons différents, présidé par Marie-Paule Chieni, dont la compétence est reconnue internationalement. Dans ce cadre, nous avons ciblé plusieurs laboratoires et plusieurs types de solutions vaccinales. Ce choix était d'autant plus nécessaire qu'il s'agissait d'anticiper la possibilité qu'un ou plusieurs candidats vaccins, voire types de candidats vaccins, puissent connaître un échec. Et vous l'avez sur le marché, c'est ça qui indique que nous avons un succès. Une fois ces critères scientifiques et médicaux remplis, nous nous sommes employés à sécuriser industriellement notre approvisionnement. Pour cela, nous avons obtenu que la production des vaccins soit assurée quasi intégralement sur le sol européen et notamment en France. Nous avons fait en France l'inventaire de nos capacités de production sur le territoire national, dialogué avec l'ensemble des sous-traitants de l'industrie pharmaceutique pouvant être mobilisés. Notre approche est européenne et les entreprises présentes en France doivent pouvoir contribuer à cet objectif de sécurisation de la production des doses. Les 2 premiers vaccins pouvant obtenir une autorisation de mise sur le marché seront donc en partie fabriqués en France. C'est le cas de BioNTech avec Delpharm sur un site en Eure-et-Loire et de Moderna avec Recipharm sur un site en Indre-et-Loire. Ce sera aussi le cas du vaccin fabriqué par Sanofi. Depuis juin, comme l'a indiqué Monsieur le Premier ministre, nous avons donc conclu avec l'Union européenne 6 contrats de préachat de vaccins correspondant pour la France à un potentiel de près de 200 millions de doses, ce qui correspond pour l'Union européenne à plus d'1 milliard de doses. De nouvelles négociations ont été entamées avec d'autres candidats vaccins prometteurs. La France, dans ce processus, a été directement impliquée dans l'ensemble des négociations et plus particulièrement chargée de la négociation de 3 contrats. Sur chaque contrat, la répartition des doses entre pays européens se fera au prorata de la population des pays. Donc 15% des doses livrées à l'Union européenne seront pour la France. Cela signifie que pour
100 millions de doses livrées par un laboratoire, 15 millions de doses seront réservées à la France. Comme vous le savez, aucun vaccin ne sera utilisé en France s'il n'a pas obtenu une autorisation de mise sur le marché. Dès que cette autorisation sera obtenue, et donc nous avons des indications selon lesquelles des autorisations de mise sur le marché pourraient être obtenues dans le courant du mois de décembre. Dès que ces autorisations seront obtenues, les entreprises se mettront en ordre de marche pour livrer simultanément les doses de vaccins dans chaque pays et dans des points de livraison qui auront été convenus avec les autorités sanitaires de chaque pays. Dans les semaines qui viennent, nous nous assurerons de la bonne exécution des contrats et du suivi de la montée en charge de l'industrialisation de chacun des vaccins qui auront été mis sur le marché. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ajouterai simplement quelques mots à ce que vient de dire la ministre de l'Industrie sur ce cadre européen que nous avons défini en quelques semaines à peine. Et je crois que cela montre qu'on a été capable de bâtir de manière très tangible un début d'Europe de la santé qui a fait tant défaut au début de cette pandémie dans cette réponse nécessaire à la crise sanitaire. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été indiqués. Je veux préciser que, outre la réservation pour l'ensemble des pays d'un nombre important de doses, c'est un financement européen qui est également prévu dans le cadre de cette initiative commune. Déjà près de 2 milliards d'euros sont mobilisés sur le budget européen pour acquérir les doses de vaccins, plus de 1,5 milliard évoqué par le Premier ministre et par Agnès Pannier-Runacher. D'autres contrats, un 7e notamment plus particulièrement, sont en discussion. Je veux aussi préciser, puisque une certaine confusion a pu s'installer, qu'il n'y a pas eu d'avantage conféré au Royaume-Uni à l'occasion du Brexit dans les décisions qu'il a prises, puisqu'il est entièrement soumis jusqu'au 31 décembre au cadre européen et qu'il a fait le choix de certaines procédures accélérées. Nous avons fait le choix du collectif, comme cela a été rappelé, de la rapidité et de la sécurité. Je crois que c'est ces trois piliers ensemble que nous devons tenir dans ce cadre européen et ne pas juger la situation sur une accélération délibérée ou sur un seul vaccin, mais comme l'a rappelé le Premier ministre, sur un ensemble de vaccins qui construisent notre stratégie. Je veux dire d'un mot qu'au-delà de cette stratégie d'acquisition de vaccins, c'est précisément une Europe de la santé qui se met progressivement et rapidement en place. Nous avons aussi, depuis le mois de septembre, harmonisé un certain nombre de critères sanitaires qui permettent de définir les zones à risque en Europe. Nous avons commencé à faire l'acquisition de matériel commun en matière de tests, d'équipements de protection et de respirateurs, par exemple. Certains de ces matériels, d'ailleurs, bénéficient d'ores et déjà à la France dans cette phase de l'épidémie. Nous avons organisé, en coopération européenne, un certain nombre de gestes concrets de solidarité dans les deux sens, par exemple le transfert de malades. Et puis, nous l'avons vu sur les mesures sanitaires de fin d'année, notamment sur la question sensible, par exemple, de nos stations de ski. Nous activons une coordination européenne qui commence, là aussi, à porter ses fruits. Mais nous devrons aller plus loin à partir de ces premiers gestes ou de ces premières initiatives pour bâtir sur ce qui a marché dans cette initiative vaccinale particulièrement. Et c'est le sens de ce qu'a proposé la Commission européenne et que nous soutenons, de construire dans les mois qui viennent une véritable agence européenne en matière de santé qui pourra soutenir des efforts de recherche accélérés. Et puis pour la suite des difficultés sanitaires éventuelles ou pour d'autres pandémies, mieux préparer nos efforts collectifs et coordonnés au niveau européen. Donc nous avons ici une stratégie d'Europe payante qui nous protège et qui assure la rapidité, la sécurité et l'efficacité. Merci beaucoup. Je vais maintenant et enfin passer la parole à notre ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, pour lui demander un peu d'entrer dans le détail opérationnel de notre stratégie vaccinale. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, clairement beaucoup de choses ont déjà été dites. Peut-être quelques précisions. D'abord, c'est vrai que le vaccin représente un formidable espoir. C'est une prouesse de la science qui sera à terme, les scientifiques l'espèrent, une arme qui pourrait être décisive pour vaincre le virus et retrouver progressivement une vie normale. Pour autant, à ce stade, nous devons faire preuve de la plus grande prudence.
D'abord parce que, je vais le détailler effectivement, il y a encore un certain nombre d'étapes qu'il nous faut franchir avant d'autoriser et distribuer les vaccins. Ensuite parce qu'au cours des prochains mois, le vaccin ne changera pas fondamentalement le cours de l'épidémie. Il nous faudra donc rester ensemble vigilants, par exemple maintenir les gestes barrières, continuer de se faire tester, procéder au traçage des cas contacts, à la mise à l'abri lorsqu'on est cas positif ou cas contact. Bref, nous resterons pendant certains mois en prise avec la réalité qui est la nôtre depuis quelque temps déjà. Le premier objectif de la vaccination, de cette vaccination, c'est de faire baisser le nombre des formes graves de Covid-19. Les résultats des études cliniques, cela a été dit, des candidats vaccins, semblent converger pour démontrer un fait principal. La vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves. Réduire les formes graves, c'est-à-dire réduire la mortalité, mais c'est aussi éviter le risque de saturation de nos hôpitaux et donc aussi laisser du temps et de la possibilité pour nos soignants de s'occuper de toutes les personnes qui n'ont pas le Covid et qui ont tant besoin de soins dans notre pays. Je le rappelle dès à présent, 3 principes seront respectés. Le premier principe, c'est le libre choix des patients. Le président de la République a été très clair, personne ne sera obligé de se faire vacciner. Le deuxième principe, c'est la gratuité du vaccin, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des barrières financières, évidemment, pour l'accès à la vaccination. Et le troisième principe, qui pourrait être aussi le premier, c'est la sécurité, puisque la vaccination se fera dans le strict respect des règles, de toutes les règles qui encadrent l'ensemble de l'utilisation, l'usage de l'ensemble des médicaments, des produits de santé dans notre pays. Nous sommes conscients que la question de la vaccination, elle soulève autant de questions et d'espoir que d'appréhension. Pasteur lui-même nous disait « Ayez le culte de l'esprit critique ». Je crois qu'il faut distinguer l'esprit critique qui avance de l'esprit suspicieux qui peut trouver toutes les mauvaises raisons pour ne pas avancer et qui en définitive fait qu'on ne sait plus où on va. Pasteur, toujours lui, considérait que nous devions au grec le plus beau mot de notre langue, le mot, selon lui, enthousiasme. Oui, il faut de l'enthousiasme quand on regarde de près le progrès. Et si les promesses de progrès nous ont parfois déçus, nous ne devons pas renoncer à cette idée que la science est un formidable outil d'émancipation, une aventure humaine au service des humains. Une chose est sûre, c'est que la peur du vaccin n'arrêtera pas le virus, ni celui-ci, ni les autres. Nous nous appuierons donc sur des agences sanitaires indépendantes, dont c'est le métier, dont ce sont les fonctions, les missions, dans la durée, pour qu'elles s'assurent que nous puissions vacciner dans de bonnes conditions. Et comme l'a dit le Premier ministre, notre rôle, c'est de mettre à disposition le bon vaccin, au bon patient, au bon moment. La prudence et l'objectivité doivent donc nous guider, tant dans le déploiement progressif de la vaccination que dans le suivi que nous organiserons. Parallèlement à la mise en place de ces garanties essentielles, nous avons déjà préparé ce qu'on appelle la stratégie vaccinale, c'est-à-dire la définition des personnes prioritaires dans la vaccination et le calendrier. Pour le dire autrement, nous faisons en sorte que les premières doses de vaccin bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Cette stratégie vaccinale est déployée dans le cadre de ce qu'on appelle cette fois-ci la campagne de vaccination, la campagne vaccinale. C'est la manière dont on va s'organiser pour distribuer, administrer les doses de vaccin, pour permettre l'accès à ce vaccin sur tout le territoire, dans des bonnes conditions de sécurité, et je le disais tout à l'heure, au bon moment. Comment et par qui est définie cette stratégie de vaccination en France ? Vous avez entendu parler de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui est une autorité indépendante, qui a remis des premières recommandations, notamment sur les publics prioritaires, et qui constitue le fondement de notre feuille de route pour les prochaines semaines. Ce que nous dit la HAS, c'est que le premier objectif de la vaccination doit être, et c'est logique, de protéger en priorité les personnes qui ont des formes graves de la maladie ou qui peuvent en décéder. Les personnes en rang de priorité 1 relèvent ainsi de 2 catégories. D'abord, les personnes âgées séjournant en établissement collectif, notamment les EHPAD, les maisons de retraite. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'une personne âgée de 80 ans serait plus facilement vaccinée en premier temps si elle vit en EHPAD que si elle vit à la maison ? Eh bien, ce que nous dit également la HAS, c'est que la vie en collectivité expose au risque de virus, puisque, on le sait, nous l'avons vu au cours des 2 vagues épidémiques, lorsque le virus rentre dans une maison de retraite, rentre dans un EHPAD, hélas, la plupart du temps, il ne va pas faire qu'un malade, il va en faire plusieurs, et cela peut conduire à de nombreux décès. C'est pour cela que la Haute Autorité de Santé recommande de les prioriser. Deuxième public prioritaire, les personnels de santé de ces établissements en contact avec les personnes âgées, lorsqu'eux-mêmes présentent une vulnérabilité ou liée à leur âge
ou liées à leur état de santé avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui les exposent à des risques de forme graves. Par la suite, cette cible sera élargie progressivement, d'abord aux personnes âgées de plus de 75 ans, puis de plus de 65 ans, puis aux professionnels des secteurs de la santé ou du secteur médico-social âgés de 50 ans et plus et présentant des comorbidités. Au-delà de cette deuxième étape, la cible vaccinale sera progressivement élargie. En suivant ces indications de la HAS, nous allons donc avoir une vaccination progressive en 3 étapes qui apparaît sur la vignette, la diapositive, à compter de début janvier 2021, on l'espère, moment auquel nous devrions disposer des premiers vaccins autorisés et livrés, si tout se passe bien. Dans un nombre encore limité de doses, cela a été dit, nous proposerons donc la vaccination aux personnes âgées hébergées en établissement, notamment évidemment dans les EHPAD, mais également aux professionnels de santé à risque exerçant dans ces établissements. Ça correspond à environ 1 million de personnes. Au-delà de leur vulnérabilité au virus, ce sont des personnes qui en plus ont besoin, et on le sait, de retrouver du lien familial, du lien social, de bénéficier à nouveau de visites régulières de leurs proches. J'y suis comme Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée en charge de l'autonomie, particulièrement sensible. Cette campagne sera spécifique dans son organisation et son parcours, j'y reviendrai, parce qu'elle se déroule en établissement et avec un vaccin, le fameux Pfizer-BioNTech, qui se conserve dans des conditions très spécifiques de température, vous l'avez entendu, moins 80 degrés. Entre février et mars 2021, selon le calendrier effectif des autorisations de mise sur le marché et de livraison des vaccins suivants, c'est-à-dire le Moderna et le AstraZeneca notamment, nous pourrons passer à la vaccination des publics prioritaires suivants, toujours définis par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire, je le disais, les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les personnes âgées de 65 ans et plus, les professionnels de santé et médico-sociaux âgés de 50 ans et ou vulnérables, de par leur comorbidité. Cette fois-ci, on parle quand même de 14 millions de Français. Enfin, dès que cette deuxième phase sera achevée, nous entamerons alors la 3e phase de la campagne vaccinale, cette fois-ci, ce qu'on appelle la campagne grand public, en élargissant encore le public visé. Ce sera le temps de la vaccination, si je puis dire, de masse, avec, cette fois-ci, seront concernées les personnes âgées de 50 à 64 ans, les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique, vous l'imaginez, le personnel de sécurité, d'éducation, qui travaillent dans l'alimentation, les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge, les personnes qui vivent dans des hébergements confinés ou des lieux clos, et enfin le reste de la population majeure. Dès la première étape et plus encore lors de la vaccination grand public, nous mettrons l'accent sur ceux qui sont au cœur de toute campagne de vaccination et qui sont les plus à même d'avoir une relation de confiance avec les Français. Vous avez compris, je veux évidemment parler des professionnels de santé et en premier lieu des médecins et en premier lieu des médecins généralistes. Nous allons nous appuyer fortement sur les médecins de notre pays. Je le répète, à ce stade, compte tenu des incertitudes qui entourent le calendrier des autorisations, les dates peuvent être amenées à bouger. Ce sont les références que nous nous donnons pour nous organiser et ne pas perdre de temps le moment venu. Nous sommes entrés dans la phase de l'organisation et de la planification de la première étape vaccinale. Je le dis, cela constitue un défi logistique immense, au-delà de ce que notre pays a pu connaître par le passé. Le vaccin Pfizer-BioNTech, qui arrivera en premier et sera donc destiné aux établissements pour personnes âgées, mais également les personnes âgées en situation de handicap dans des hébergements collectifs, sous la houlette de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge, présente des caractéristiques particulières, puisqu'il doit être stocké à moins 80 degrés, je le disais. Et une fois décongelé, il nous faut pouvoir l'administrer aux patients en moins de 5 jours. C'est avec ces contraintes qu'il va nous falloir viser une livraison de plus de 10 000 établissements collectifs d'hébergement de personnes âgées. Tout cela rend nécessaire d'avoir une organisation bien huilée, bien spécifique. Par exemple, des supercongélateurs, nous en avons déjà commandé, j'en ai déjà parlé, mais également, vous l'imaginez, des seringues, des aiguilles, du matériel de protection, des moyens de transport et des moyens logistiques spécifiques, vu ces conditions de conservation. Il y aura par ailleurs 2 circuits complémentaires pour plus de sécurité. Un circuit principal de distribution qui va s'appuyer sur les acteurs qui ont l'habitude d'acheminer des médicaments, même dans des conditions difficiles, et notamment les vaccins. Ce circuit sera destiné aux EHPAD.
Un second circuit s'appuiera, lui, sur une centaine d'établissements hospitaliers bien répartis sur tout le territoire national et évidemment dans les territoires ultramarins, et qui visera cette fois-ci à approvisionner les établissements hébergeant des personnes âgées qui sont directement en lien avec ces hôpitaux. Dans la deuxième moitié du mois de décembre, ce circuit logistique sera testé à blanc, éprouvé à travers des opérations qui seront conduites. Quelques mots sur le parcours patient. Les personnes prioritaires se verront proposer en amont de la vaccination une consultation médicale. Il s'agira de vérifier l'état de santé de la personne, d'éventuelles contre-indications à la vaccination. Il s'agira d'informer la personne sur les bénéfices-risques du vaccin, pourquoi est-ce qu'on lui propose ce vaccin et pourquoi est-ce qu'on lui propose dans ces conditions, et puis recueillir son consentement pour la vaccination. Cette consultation médicale pourra, dans certains cas d'ailleurs, donner lieu tout de suite à la vaccination lorsque c'est envisageable. S'agissant des résidents en EHPAD, évidemment, les familles seront associées étroitement à cette procédure médicale, d'autant plus d'ailleurs si les personnes âgées en perte d'autonomie ne sont pas capables de donner leur consentement dans les meilleures conditions. Précision utile, le vaccin Pfizer-BioNTech nécessite 2 injections qui doivent être réalisées à 21 jours d'écart avec une petite marge de 2-3 jours. Donc il faut, en même temps qu'on réalise la première injection, déjà prévoir la seconde injection de ce vaccin. Et puis en aval de la vaccination, mais vous l'imaginez bien, un suivi sanitaire, un suivi médical sera garanti, assuré pour les personnes qui auront été vaccinées. Nous disposons pour cela de tous les circuits de veille sanitaire, de vigilance, qui recueillent les effets indésirables, qu'ils soient bénins, moyens, sévères. Et tout cela, évidemment, nous permettra d'avoir ce suivi en population réelle. Pour résumer, si je suis résident en EHPAD, un médecin va venir me voir, ou peut-être en téléconsultation, vérifiera mon état de santé, me proposera, le cas échéant, d'être vacciné, recueillera mon consentement après s'être assuré que j'ai tout compris. Une fois que j'aurai consenti, je serai vacciné une première fois, j'aurai un rappel au bout de 3 semaines et ensuite un suivi médical sera garanti dans la durée pour vérifier que tout se passe bien. Comme je vous le disais au début de ma prise de parole, les recommandations de la Haute Autorité de Santé seront actualisées en fonction des données recueillies au fil de l'eau s'agissant de chaque vaccin, ainsi que de leur disponibilité effective et des tensions éventuelles sur l'approvisionnement. C'est un point majeur. À ce stade, je le disais, les résultats des études cliniques des candidats vaccins semblent converger pour montrer que la vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves. Si les données futures nous montraient que certains vaccins ont en plus un impact significatif sur la transmission du virus lui-même, ça permettrait de réorienter notre stratégie. Nous passerions d'une stratégie centrée sur la réduction des formes graves à une stratégie de contrôle de l'épidémie en population générale. Nous ajusterons donc notre approche au fur et à mesure de la progression de nos connaissances. Pour finir, évidemment, je veillerai à informer et à associer directement les directeurs des EHPAD avec Brigitte Bourguignon, les professionnels de santé en ville, à l'hôpital, les résidents des établissements, pour que l'information soit claire, transparente, actualisée en temps réel. D'ores et déjà, plus de 40 réunions se sont tenues au sein de mon ministère. Demain, je réunirai l'ensemble des représentants des professions de santé pour diffuser un maximum d'informations en temps réel. Brigitte Bourguignon fera de même avec le secteur médico-social lundi. Pour finir, j'apporterai une grande attention à la communication vis-à-vis des collectivités territoriales. Le Premier ministre l'a dit, nous sommes en lien étroit avec des représentants des communes, des départements, des régions, pour les associer à toutes les étapes et toutes les modalités pratiques de l'organisation de la campagne vaccinale. Pour conclure, vous dire qu'aujourd'hui, avant même de nous immuniser contre le coronavirus, nous devons d'abord nous immuniser contre les peurs. Et c'est aussi ma responsabilité, notre responsabilité collective. Le vaccin contre la peur, c'est la connaissance et c'est la bonne compréhension. Et je m'engage tout au long de la campagne vaccinale à ce que nous fassions preuve de la transparence la plus totale sur l'efficacité du vaccin, l'acceptabilité par la population, l'évolution des recommandations scientifiques et médicales, l'organisation pratique de la campagne, les éventuels effets indésirables, qu'ils soient graves ou bénins. Nous porterons une attention de chaque instant à ce que vous disposiez du même niveau d'information que nous. La vaccination a fait reculer de nombreuses épidémies dans le monde. Elle a d'ailleurs permis, professeur, d'éradiquer certaines maladies qui ont disparu aujourd'hui, comme la variole, qui pourtant avait ravagé des territoires entiers de la planète pendant des décennies et des siècles. Le vaccin est donc une chance que nous devons saisir dans les bonnes conditions et que nous devons saisir
avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, vous l'avez compris, cette campagne de vaccination va très fortement mobiliser l'ensemble du gouvernement dans les prochaines semaines. Elle sera pilotée sous ma responsabilité par le ministre chargé de la Santé, Olivier Véran, en lien évidemment avec l'ensemble des ministères concernés. Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé sera créé un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale chargé d'appuyer le gouvernement dans les choix qu'il sera conduit à faire en la matière. Ce conseil comprendra des représentants des différentes parties prenantes que le gouvernement entend associer à la mise en œuvre de cette politique vaccinale, des experts scientifiques, y compris des sciences humaines et sociales, des professionnels de santé, des représentants des collectivités territoriales, des associations de patients et des citoyens eux-mêmes au travers du cadre de dialogue mis en place par le Conseil économique, social et environnemental. J'ai demandé au professeur Alain Fischer de présider ce conseil d'orientation et je le remercie vivement d'avoir accepté. Mes chers concitoyens, l'arrivée du vaccin est un vrai motif d'espoir, une nouvelle étape qui fera appel à nouveau à notre sens des responsabilités et de la solidarité. Comme le président de la République l'a annoncé, la vaccination ne sera pas obligatoire. C'est le choix de la confiance. Mais il faut que nous soyons les plus nombreux possibles à nous faire vacciner. Car se faire vacciner, c'est se protéger face à un virus dont nous connaissons maintenant la dangerosité et la contagiosité. Mais se faire vacciner, c'est aussi protéger les autres. C'est un acte altruiste. Et ce n'est qu'au terme d'un effort collectif important que nous pourrons atteindre un niveau de protection immunitaire suffisant pour retrouver une vie sociale, économique, éducative, culturelle, sportive, normale. Une nouvelle étape va donc s'ouvrir, mais qui ne marquera pas la fin de l'épidémie. La campagne de vaccination qui est sur le point de commencer va s'étaler, on vous l'a dit, sur plusieurs mois. Ce sera donc une arme nouvelle qui va s'ajouter à nos autres outils, mais qui ne saurait les remplacer. Le respect des mesures de prudence et des gestes barrières, bien sûr, mais aussi la stratégie tester, alerter, protéger. Cette stratégie qui reste au cœur de notre action au long cours contre l'épidémie et qui va connaître dans les prochaines semaines des évolutions importantes, notamment avec l'accélération du déploiement des tests dits antigéniques, l'expérimentation du dépistage de masse dans 3 villes françaises, l'enrichissement des fonctions de l'application Tous Anti-Covid et enfin le renforcement du dispositif d'accompagnement à l'isolement des personnes malades ou cas contacts. Sur tous ces points, nous reviendrons de manière détaillée lors de la prochaine conférence de presse, la semaine prochaine, après avoir préalablement consulté les groupes parlementaires dans le cadre du comité de liaison que je viens d'instituer avec l'Assemblée nationale et le Sénat afin de renforcer la fluidité des relations entre le Parlement et le gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire. Je vous remercie et je me tiens avec les ministres à votre disposition, mesdames et messieurs, pour répondre à vos questions. Bonsoir, Marie Casadebé, journaliste donc à RFI, Radio France Internationale. Tout à l'heure, le professeur Fischer disait qu'on ne savait pas encore si les candidats vaccins protégeaient contre l'infection et la transmission du Covid-19. Je voulais donc savoir finalement quelle était leur efficacité, sur quoi ils agissaient pour rendre le virus moins dangereux. Très bien. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Madame la Ministre. Monsieur le professeur, plusieurs questions concernant cette stratégie vaccinale. Tout d'abord, quelle part de la population devra être vaccinée pour que cette vaccination soit efficace? Y a-t-il des contre-indications à se faire vacciner si nous avons déjà été infectés par la Covid-19? Avez-vous des données scientifiques à ce sujet? Comptez-vous vacciner les plus jeunes, les mineurs? Vous n'en avez pas fait état lors de cette conférence de presse pour l'instant. Et dernière question concernant les contrats que vous avez passés, existe-t-il une clause qui indique que s'il y a des effets
néfastes ou nocifs, les États s'engageraient à ne pas aller devant la justice contre ces laboratoires. Est-ce que ces contrats prévoient par exemple également des indemnisations dans certaines conditions pour les fabricants concernant les risques encourus? Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir, Camille Collin pour TF1 LCI. J'ai une question sur le rôle des médecins généralistes. Vous insistez là-dessus. Est-ce que les pharmaciens aussi auront un rôle dans le processus de vaccination, et comment, à partir de quelle phase ils pourront tenir ce rôle, et comment concrètement cela peut s'organiser dans des cabinets ou dans des pharmacies lorsqu'on parle de vaccins, de fioles de vaccins qui permettent de vacciner plusieurs personnes en même temps sur une même fiole. On a du mal à imaginer concrètement comment cela s'organise. Et puis, deuxième question, vous disiez qu'il fallait continuer à tenir tous ces gestes barrières, même s'il y a des vaccins. Est-ce qu'il est envisagé quand même de desserrer l'étau sur le port du masque, notamment dehors, tout en le laissant en intérieur, desserrer l'étau progressivement? Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Là. Est-ce que, Pascal Morel, monsieur le Premier ministre, sur les médecins pharmaciens, comme Olivier Véran, le ministre de la Santé l'a précisé, et les infirmiers, interviendront-ils uniquement dans la 3e phase ou dès le début de cette campagne de vaccination? Comment allez-vous, deuxième question, organiser cette logistique de manière précise? Ça paraît évidemment tout à fait considérable. Est-ce que vous faites appel à des fournisseurs particuliers? Comment allez-vous vous organiser? Et la 3e question, c'est s'il y a de nouveaux virus, de nouveaux vaccins, plus prometteurs. Merci, des vaccins. Je me ressaisis, tout le monde se ressaisit. Merci. S'il y avait de nouveaux vaccins plus prometteurs, est-ce que vous adapterez votre stratégie d'achat? Parce qu'évidemment, vous dites que vous en achetez 200 millions, mais s'il s'avérait que qu'il y avait des vaccins plus prometteurs, est-ce que vous modifierez votre stratégie d'achat? Merci. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. On y reviendra, mais il faut qu'on réponde à ces questions. Alors, peut-être, c'est surtout des questions sanitaires, s'agissant d'une stratégie vaccinale, c'est pas étonnant. J'en ai quand même, peut-être on va d'abord juste traiter les 2 questions qui concernent la politique d'achat, la toute dernière, et puis celle sur les stipulations contractuelles par rapport à des effets nocifs, les relations avec les laboratoires. Alors, je pense que c'est plutôt Agnès qui va venir répondre. Ma voix porte pas beaucoup. Donc, sur la question de la politique d'achat, d'abord, c'est une pré-réservation de doses. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas d'achat. C'est assez tautologique, mais ça va mieux en le rappelant. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, et c'est ce que nous faisons au fil de l'eau, à chaque fois que nous avons des candidats vaccins qui se présentent, ils sont présentés, d'ailleurs en fait ils sont régulièrement représentés au comité qui nous accompagne et qui est présidé par Marie-Paul Kini, mais auquel le professeur Fischer fait également, dont le professeur Fischer fait également partie, pour nous indiquer celui-là il est recommandé, celui-là il est neutre, celui-là on est moins enthousiaste. Donc ça nous permet d'ajuster à chaque moment et de présenter ces avis. Il faut d'ailleurs savoir que les avis du comité français sont diffusés au niveau de la Commission européenne et très appréciés et guident notre stratégie collective. Et donc c'est comme ça que nous avons entamé de nouvelles discussions avec des candidats vaccins assez prometteurs dans les phases 1, mais on est encore en phase 1. Sur la question de l'indemnisation, alors il y a une loi, il y a même une directive européenne qui a été retraduite en français, dans la loi française, et qui est très clair, c'est que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime, et les clauses qui viseraient à écarter cette limitation ou à limiter la responsabilité du fait de produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Donc de ce point de vue-là, quelle que soit la manière dont on voudrait imaginer de rédiger les contrats, la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques est effectivement encadrée. Ensuite, comme nous l'avons fait sur d'autres situations, nous avons créé en France l'ONIAM, qui est un organisme qui vise à indemniser des patients qui auraient eu une difficulté, un dommage médical, dont la responsabilité n'est pas imputable
au laboratoire. Et évidemment, dans ce cas, comme dans d'autres cas, l'ONIAM pourra venir en appui des patients français. Alors, la question sur que se passe-t-il s'il y a des nouveaux vaccins qui apparaissent, c'est ça, en cours de route, par rapport et qui seraient plus efficaces que ceux que nous aurions précommandés. C'est bien ça, M. Morel ? Et donc là, alors ça c'est plutôt une adaptation de la stratégie vaccinale, donc c'est à moitié achat, à moitié stratégie vaccinale. Comme vous l'avez compris, comme il y a plusieurs phases, il y a une montée en puissance. Et au fur et à mesure de la disponibilité des données, on a dans la stratégie d'achat interroger, je rentre un peu dans le détail, mais demander aux laboratoires pharmaceutiques de nous communiquer aussi des données spécifiques sur les personnes âgées, sur tel type de pathologie, pour faire des sous-groupes et avoir une connaissance très profonde de ce que l'on peut faire. On a également, d'ailleurs, avec le ministère de la Recherche, regardé si on ne pouvait pas compléter par des études académiques qui permettent d'avoir une très bonne connaissance sur des sous-groupes déterminés de l'impact des vaccins. Et évidemment, il appartiendra à la Haute Autorité de Santé d'adapter les stratégies vaccinales en fonction des populations et sur la base des résultats de phase 3. Et quelque chose d'important, rappeler que les résultats de phase 3, c'est des dizaines de milliers de patients. Donc, c'est des données statistiquement très intéressantes. Merci. Alors, il y a plusieurs questions là pour le ministre et peut-être le professeur Fischer, des questions très précises, très techniques que vous avez notées, à la fois sur l'efficacité, les enfants, les contre-indications, etc., l'intervention des pharmaciens, le port du masque. J'ai noté aussi, Monsieur le Premier ministre, les questions. J'espère les avoir toutes notées. D'abord, sur la question du vaccin et des gestes barrières. Je comprends la question. C'est finalement, si on commence à vacciner, pourquoi est-ce qu'on libérerait pas la contrainte? Alors, pourquoi est-ce qu'on garderait le masque à l'extérieur? Pourquoi est-ce que... Alors, plusieurs réponses à cela. Oui, on va garder le masque. Oui, on va garder les gestes barrières. Et ce, pendant plusieurs mois, je le disais tout à l'heure. Pourquoi? D'abord, parce que la vaccination sera progressive. Elle va prendre plusieurs mois, de nombreux mois, pour pouvoir couvrir progressivement la population. Donc, pendant toute une période de temps, il y a des personnes qui seront vaccinées et des personnes qui ne le seront pas. Ensuite, nous savons que le vaccin dont nous avons à connaître l'efficacité aujourd'hui, d'après les études cliniques et de ce que nous disent les autorités scientifiques indépendantes, c'est qu'il est efficace sur les formes graves. En tout cas, ça évite d'avoir des formes graves de la maladie, ce qui ne nous garantit pas qu'il évite la transmission du virus. Donc, à ce stade, nous n'avons pas suffisamment d'informations et c'est à l'usage que nous le saurons. Ça a été dit aussi par le professeur Fischer tout à l'heure. Donc, potentiellement, je peux être vacciné, être protégé de faire une forme grave, mais rien n'indique que je ne puisse pas contaminer quelqu'un d'autre. On le saura progressivement. Et puis, donc on continue comme ça pour l'instant avec les mesures de protection collective. Ensuite, plusieurs questions sur qui vaccine. Qui vaccine, on l'a dit, et c'est fondamental dans une campagne de vaccination comme celle-ci, le médecin doit être au cœur du dispositif. Une consultation prévaccinale, un suivi médicalisé tout au long. Et donc, les médecins vont s'assurer de la vaccination des personnes âgées en EHPAD, en établissement collectif, des personnes handicapées en établissement collectif, etc. Pendant toute l'étape 1. Ensuite, il y aura une possible extension. Nous verrons quels sont les vaccins qui sont disponibles. Si nous devons utiliser le vaccin Pfizer-BioNTech qui se conserve à moins 80 degrés pour commencer à vacciner, entre guillemets, en ville, il est probable, je mets des guillemets, que nous privilégierons les endroits type maison de santé pluridisciplinaire, centre de santé, où plusieurs médecins, plusieurs professionnels de santé sont rassemblés, permettant d'avoir un flux de patients justifiant de vacciner dans ces sites. Et puis, l'extension vers la médecine de ville se fera de plus en plus forte à mesure que les nouveaux vaccins arriveront et que les publics grandiront de personnes qui sont à vacciner. La question se posera de savoir est-ce qu'on en reste au seul médecin dans la vaccination ou est-ce qu'on peut associer d'autres professionnels de santé pour le geste vaccinal comme des pharmaciens. Je n'ai pas la réponse à cette question qui est tout à fait légitime. La Haute Autorité de Santé sera chargée, comme elle le fait pour toutes les campagnes de vaccination, de formuler des recommandations que nous suivrons là aussi scrupuleusement. Est-ce que troisième salve de questions
Sur les populations à vacciner, est-ce qu'on vaccine que les personnes majeures ou les mineurs? J'ai bien précisé qu'à ce stade, des recommandations dont nous disposons s'arrêtent aux personnes majeures. Peut-être que les recommandations évolueront, peut-être qu'elles n'évolueront pas. Ça dépendra des données qui seront renvoyées par les différents laboratoires. Et donc, à ce stade, de toute façon, pour les prochains mois, si vous avez bien suivi le long cheminement de la stratégie vaccinale, vous savez qu'on est loin d'un public mineur. On est sur un public, pour l'instant, âgés, fragiles, et progressivement, on ira vers les publics majeurs sans fragilité particulière. Sur les autres questions que vous avez pu poser, je crois qu'on a... Ah oui, est-ce qu'il y a eu dans... Les contre-indications... Oui. Y a-t-il déjà des patients qui auraient eu le Covid et qu'il faudra vacciner? Ce qu'on sait sous couvert du professeur Fischer, c'est que dans les études qui ont été faites de phase 3 sur les 40 000 patients, 40 000 personnes aux États-Unis, il y avait des gens qui ont été vaccinés qui avaient déjà eu le Covid, de sorte qu'on sait, d'après les études qui sont analysées par les autorités de santé, que les personnes qui ont été vaccinées alors qu'elles avaient eu le Covid n'ont pas fait de réaction particulière. Donc ça doit répondre, j'imagine, à votre question. Et puis, il y avait quelle part dans la population faudrait-il atteindre pour que finalement cette opération vaccinale soit efficace globalement? C'est la suite logique de votre première question. Et de la même manière que je vous ai dit qu'à ce stade, on ne sait pas encore garantir qu'être vacciné protège les autres, on sait que on se protège soi-même. Pour l'instant, à ce stade, si la vaccination protégeait en plus les autres, c'est-à-dire si ça m'évitait de transmettre le virus à d'autres personnes, alors là, on pourrait commencer à parler d'immunisation de la population, voire d'immunité collective, et ensuite se poser la question de quel est le pourcentage de population à vacciner. Habituellement, professeur, je crois qu'on parle de 60% d'une population qui doit être protégée par la vaccination ou par une immunisation liée au fait qu'on a déjà été malade. Avec le coronavirus, on peut penser que c'est la même chose. On peut aussi être vigilant puisque le coronavirus ne ressemble pas à tous les virus et ça ne vous aura pas échappé qu'on a pu connaître ces dernières années. Vous avez, Monsieur Fischer, quelques précisions à apporter? A tout dit? Bon, il est là si vous voulez le voir après. Alors on prend d'autres questions. Bonjour. Jérémy Marot de l'AFP. 2 questions pour les services de l'AFP. La première, comment votre campagne vaccinale va-t-elle se déployer dans les déserts médicaux? Est-ce qu'il faudra se déplacer et dans quelle mesure vous mettrez en place des accompagnements spécifiques pour ces zones-là? Deuxième question qui rejoint celle de mon confrère. Sur les approvisionnements, on a observé des tensions d'approvisionnement pour le vaccin contre la grippe. Comment allez-vous vous assurer que les pharmacies ou les médecins seront effectivement approvisionnés pour mener cette campagne? Bonjour. Je vous en prie, madame. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Vous avez évoqué plusieurs fois pendant cette conférence de presse les fêtes de fin d'année et le fait de ne pas relâcher nos efforts. Je vous cite. Je me permets donc de m'écarter très légèrement du sujet des vaccins et d'évoquer... Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Très bien. Et d'évoquer la fermeture donc, des domaines skiables, avec cette forte colère qui est en train de monter de la part notamment des professionnels du ski et des élus. Ma question est-ce que vous entendez cette colère et est-ce que vous seriez prêt à revenir sur votre décision de fermer les domaines skiables pendant Noël? Merci. Très bien, merci. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, Bonsoir. Monsieur Madame les ministres. Professeur Jacques Serret, journaliste à RTL. Vous l'avez dit, la vaccination ne sera pas obligatoire. Est-ce que cela vaut aussi pour le personnel des EHPAD? Et une seconde question, présentez-vous officiellement le professeur Fischer comme le monsieur vaccin du gouvernement? Et si oui, pourquoi n'est-ce pas monsieur Louis-Charles Viossa qui avait été un temps pressenti pour cette fonction? Merci. Ok. Bonsoir, Laureline Dubuis au journal La Croix. 2 questions pour moi. D'abord, est-ce que vous pourriez détailler, s'il vous plaît, le calendrier du Conseil citoyen? Et la deuxième serait de savoir si l'armée viendra en appui logistique du coup de ces sociétés privées dont vous parliez. Merci. Très bien. On va répondre peut-être à ce jeu de questions. Donc, évidemment, elles sont pour la plupart sanitaire. Ça, je réponds, comme ça vous fait préparer à 2 qui me sont peut-être plus directement adressées. Celle d'abord sur le Conseil citoyen qui a été évoqué. Donc
comme je vous l'ai indiqué, compte tenu de ses prérogatives, nous avons, en accord avec lui bien entendu, pris la tâche du président du Conseil économique et social environnemental, et donc nous sommes en train, c'est pas abouti encore exactement, mais nous sommes en train de bâtir avec lui la procédure par laquelle ce Conseil citoyen ou cette association des citoyens au déploiement de la stratégie vaccinale va être organisée. Donc ma réponse est en cours, réponse dans quelques jours avec le Conseil économique et social et environnemental. Alors s'agissant de la fermeture des domaines skiables, vous avez parlé de la colère des professionnels. Bien entendu, je la connais, je les comprends, je les ai déjà reçus 2 fois à mon niveau. Il y a des discussions qui se poursuivent sous l'égide à la fois de Jean-Baptiste Lemoyne et de Bruno Le Maire. J'ai moi-même, vous le savez, je leur ai fixé une nouvelle clause de rendez-vous le 11 décembre. Je voudrais à nouveau réexpliquer ma position qui n'a pas évolué, puisque c'était votre question, effectivement. Ce que nous souhaitons éviter par-dessus tout, au cours de cette période des fêtes, c'est les grands mouvements de population, les rassemblements dans des lieux déterminés. Alors, ce n'est pas tellement les activités à l'extérieur, évidemment, dans ces stations qui nous gênent, mais plus les rassemblements à l'intérieur et les regroupements qui peuvent avoir lieu le soir ou la journée, peu importe. Donc, c'est une mesure préventive qui nous a conduit à prendre cette décision, en rappelant qu'actuellement, sous l'autorité du ministère de la Santé, nous voyons quelles activités peuvent être malgré tout maintenues, et sous la conduite du ministre chargé de l'économie, nous travaillons aux indemnisations pour les professionnels et les équipements de des activités qui ne pourront pas être maintenues. Donc voilà, c'est encore une fois, je le rappelle à tous, je le redis, quand on veut éviter la propagation d'une épidémie et qu'on doit prendre des mesures dites de freinage parce que cette propagation est forte, il nous faut prendre des mesures préventives, quelle que soit à la limite la qualité des protocoles sanitaires qui encadrent les lieux ou les activités concernées pour éviter, encore une fois, à la source, les déplacements, les rassemblements de population. Je rappelle, on a quelques chiffres dans les stations de ski normales, la population sur un lieu déterminé peut être multipliée jusqu'à 7 ou 8. Bon, donc on voit bien que là, il y a un risque spécifique. Et j'observe d'ailleurs, je vous en informe, même si ce n'était pas tout à fait votre question, puisque parmi les motifs de colère que j'entends, et encore une fois, que je comprends parfaitement, je me permets de rappeler que je suis moi-même un élu de la montagne. Il y a celle que les pays voisins, eux, ne prendraient pas les mêmes mesures que nous. Et je comprends, surtout lorsque les pays en question sont limitrophes des stations françaises concernées. Bon. Alors ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, nous souhaitons, puisque c'est la sécurité sanitaire qui motive nos décisions, que, surtout à situation sanitaire comparable, et comme je l'ai dit, il y a même des pays, beaucoup, qui ont une situation sanitaire plus dégradée que la nôtre, que des mesures comparables soient prises, ou en tout cas protectrices. Donc nous avons, Clément Beaune pourra le compléter, engager une action diplomatique et européenne, et je vois que les choses progressent, jour après jour, puisque après, pour faire simple, que l'Allemagne, notamment la Bavière et l'Italie, est également adopté le même raisonnement que nous. Je pense ce soir, et sous réserve de confirmation prochaine, que l'Andorre également a décidé de décaler à début janvier l'ouverture de ces stations de ski. Quant à l'Espagne, si j'ai bien compris, au cours d'une réunion qui a eu lieu aujourd'hui même entre le gouvernement espagnol et les communautés autonomes, parce que vous savez que dans beaucoup de ces pays, la décision n'appartient pas au gouvernement central, il a été décidé que pour celles des régions, des communautés autonomes, je pense à la Catalogne, je pense à l'Aragon, qui rouvriraient leurs stations, là aussi pour limiter les flux, ils en limiteront l'accès aux résidents de ces communautés autonomes. Donc ce qui règle, si je puis dire, le problème par rapport à nos concitoyens qui pourraient être désireux de s'y rendre. L'Autriche, qui pourtant a une économie fortement basée sur la neige, a également pris des mesures très restrictives allant dans le même sens. Et nous attendons
la position des autorités helvétiques, où là aussi, vous savez que ça dépend des cantons. Ce qui est très intéressant, mesdames et messieurs, c'est que cette évolution qui va dans le sens d'une harmonisation n'est pas simplement due à l'action diplomatique de la France, dont je salue la qualité, bien entendu, mais elle est surtout due, et j'ai moi-même appelé beaucoup de mes homologues, à leur conscience, comme la nôtre, qu'effectivement, compte tenu de la situation épidémique et des risques qui s'attachaient à ces activités, eh bien, il fallait faire de la prévention et limiter au maximum les risques sanitaires. Voilà. Dernier élément, je vous l'ai dit, je recevrai les stations de ski. Le contact n'est absolument pas rompu. Je reste les élus, les professionnels. Je pense qu'il faut déjà, et c'est assez logique, préparer plutôt la phase suivante. Je pense de mémoire que c'est autour de 20% ou 18% le chiffre d'affaires qu'elles font à Noël. L'essentiel est au contraire janvier, février, mars. Et bien, voilà, il faut, je pense, être assez logique et cohérent pour nous. Si, à nouveau, à l'occasion des fêtes de fin d'année, il y a des pratiques qui favorisent le redémarrage de l'économie, alors c'est au moment où ces stations réaliseront le plein de leur activité que nous devrions les fermer si les chiffres sont à nouveau mauvais, ce qu'évidemment je ne souhaite ni n'espère. Voilà. Donc je suis, dans la fonction qui est la mienne, mais depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, obligé de prendre des mesures difficiles, qui génère, pour reprendre votre terme, la colère, que je comprends. L'honneur du gouvernement français, c'est d'écouter cette colère, c'est d'indemniser ceux qui sont les victimes de ces décisions à caractère sanitaire, parce qu'il n'est pas question de leur faire payer le prix, mais il est aussi, madame, de mon devoir de veiller par-dessus tout et avant tout à la sécurité de mes concitoyens, ce que j'essaie de faire de manière constante. Alors j'appelle maintenant le ministre de la Santé pour les autres questions sur les déserts médicaux, les approvisionnements, etc. J'ai vu 4 questions, je vais faire 4 réponses rapides si vous en êtes d'accord. Sur la question des déserts médicaux, je rassure tout de suite, nous avons prévu une organisation logistique stratégique qui permettra de couvrir l'ensemble des EHPAD, établissements pour personnes âgées du territoire national, en métropole et en Outre-mer. Nous n'avons pas à séquencer les choses. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde sera vacciné évidemment le même jour. Vous comprenez bien que 10 000 établissements nécessitent d'avoir des équipes, mais l'ensemble du territoire doit être couvert. Lorsque nous passerons à l'étape en médecine de ville, s'il y a lieu notamment d'aider des personnes âgées qui ne pourraient pas se déplacer facilement, nous avons d'ores et déjà reçu la proposition d'aide de collectivités comme les régions par exemple, mais nous avons aussi la possibilité d'avoir des équipes mobiles. Tout cela fait partie de la stratégie, je dirais, de rang 2, non pas parce que ce serait moins important que le rang 1, mais parce que ça vient un peu plus tard dans la campagne vaccinale. S'agissant de l'approvisionnement en vaccins, il est territorialisé, il est réalisé au prorata des populations à vacciner. J'ai parlé de 100 établissements de santé. Il y a également une dizaine de plateformes de stockage de vaccins dont vont partir des véhicules qui ont l'habitude de transporter des produits de santé, y compris dans des conditions, je dirais, draconiennes, comme des conditions très froides, comme pour le vaccin Pfizer-BioNTech, qui vont ensuite aller sur des plateformes logistiques de pharmacie, puis dans les pharmacies. On sait faire cela. Ce qui est différent, c'est que la conservation à moins 80 degrés, à partir du moment où on décongèle, on reconstitue le produit pour en faire le vaccin, alors on a un nombre de jours limité pour pouvoir vacciner, et que le conditionnement fait que les vaccins seront par 5 ou par 10 dans un même flacon, selon les vaccins considérés, ce qui nécessite évidemment d'avoir aussi cela en tête en termes de chantier d'enjeux logistiques. Vous imaginez bien qu'on ne se lance pas dans la campagne vaccinale sans avoir anticipé toutes ces réflexions. La vaccination sera non obligatoire pour tous, je l'ai dit, en plus s'agissant des personnes résidentes en EHPAD. Non seulement on va s'assurer que les personnes soient consentantes pour la vaccination, après les avoir informées, leur avoir expliqué, vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indication, mais en plus, si une personne en EHPAD n'est pas en état de donner son consentement de par son état de santé, sa fragilité, notamment cognitive, alors on s'attachera
à informer la famille, à recueillir le consentement de l'entourage proche, comme on a l'habitude de le faire en médecine. Il n'y a pas de lieu d'imaginer une seconde qu'on aille traiter humainement différemment les personnes selon qu'elles soient en EHPAD ou qu'elles ne le soient pas. Si vous aviez une interrogation, je vous rassure. Et puis sur la question du pilotage, le Premier ministre l'a rappelé, je suis le pilote interministériel de la stratégie de vaccination contre le Covid, de sécurisation des conditions de son déploiement opérationnel sur le territoire. Pour cela, je m'appuie sur une équipe interministérielle que je remercie, qui est mobilisée depuis des mois. Cette équipe est animée par monsieur Viossa, qui est inspecteur général des affaires sociales. C'est une équipe qui n'a pas de rôle décisionnel, ni dans les commandes, encore moins dans les achats de vaccins, qui n'a pas de rôle non plus scientifique, mais qui a un rôle logistique, notamment les étapes dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'identification des centres en France dans lesquels stocker les vaccins, le matériel nécessaire pour la préparation des vaccins. Je vous fais grâce des détails sur la graduation des micro-seringues et le calibrage des aiguilles. Mais tout cela nécessite évidemment un travail logistique. C'est une équipe qui opère en cela sous ma responsabilité au ministère de la Santé. Et le professeur Fischer a été présenté comme le président du comité d'orientation de la stratégie vaccinale en charge des questions scientifiques. Donc voilà, les choses sont très claires. Allez, on prend 2 questions de plus et on s'arrête. Bonjour, Hélène Bonnet pour LCI TF1. Vous parliez de transparence et de donner confiance aux citoyens. Allez-vous, vous, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, vous faire vacciner pour montrer l'exemple ? Et autre question, sans lien avec la situation sanitaire, pour vous, Monsieur le Premier ministre, on a appris hier soir le décès du président Valéry Giscard d'Estaing. Quelle image conserverez-vous de lui à titre personnel ? Oui, Caroline Coq-Chaudorge pour Mediapart. J'aimerais savoir pour quelles raisons vous avez exclu les centres de vaccination, ça a été le choix de l'Allemagne, qui ont certes mauvaise réputation depuis la campagne de 2009, mais qui ont peut-être l'avantage d'efficacité vu les contraintes logistiques. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le dispositif de pharmacovigilance renforcée ? Sur la possibilité d'identifier les effets indésirables graves le plus rapidement possible et d'agir vite. Voilà. Allez, une dernière question et on répond. Merci. Juste Anne-Laure Danier, France Info, pardon. À propos des Barnum qui avaient été utilisés en 2009 lors de la vaccination de la grippe H1N1, est-ce que vous envisagez ce même type de procédé quand on sera à la phase 3 de vaccination de la population dans son ensemble? Et une question sur les réticences et les peurs contre ces vaccins. On a bien compris le message de dire que ça sera validé scientifiquement et sécure, etc. Mais est-ce que ça suffira? Et est-ce que s'appuyer sur les médecins généralistes fait partie de votre stratégie, notamment en les formant aussi et en les informant bien et précisément? Est-ce qu'il y aura une sorte de vade-mecum adressée aux médecins généralistes pour qu'ils sachent quoi dire à leurs patients, qui ne manqueront pas de questions précises? Très bien. Pendant que le ministre de la Santé nous rejoint, parce que les questions sont essentiellement pour lui, je vous dirais juste que, s'agissant là, des Barnum et de ce qui s'était passé par le passé, bon, je pense que vous avez bien vu que là, nous devons être absolument prêts pour la phase 1, à la fois parce que c'est la plus proche et surtout parce que nous avons un vaccin qui présente des caractéristiques très particulières. Je pense que pour ce qui est des phases 2 et 3, à la fois en raison des nouveaux types de vaccins qui vont être présentés et qui arriveront et de la masse de personnes à vacciner, nous allons affiner les dispositifs. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, 3 décembre, que nous allons fixer exactement, est-ce qu'il n'y aura pas du tout de Barnum en mai? Enfin, ce serait, vous le comprendrez, tout à fait ridicule de notre part. Bon. Mais le ministre va compléter, puis je répondrai aux 2 dernières questions. Alors, sur la question, d'abord, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vaccinodrome? Pourquoi il n'y a pas de très très gros centres dont seraient éloignées les populations potentiellement de 150 km pour se faire vacciner, dès lors qu'on a dit qu'en plus on priorisait d'abord. Alors l'étape 1, étant donné qu'on vaccine en établissement collectif pour personnes âgées, la question ne se pose pas.
La question se pose ensuite pour l'étape 2. Est-ce qu'il faut avoir des grands centres de vaccination ? On sera encore vraisemblablement en hiver. On va demander à des gens de 75 ans et plus de venir faire la queue devant des centres, de réaliser souvent une grande distance. Certains pays ont fait le choix d'avoir des vaccinodromes, enfin 50 vaccinodromes à l'échelle du pays. Imaginez les distances qu'il y aurait à parcourir et ce que ça représente. Ça n'a pas été un gage d'efficacité en France. D'autres pays avaient peut-être eu plus de résultats en cela. Nous faisons le choix, et la plupart, l'immense majorité des pays autour de nous font le choix des circuits de vaccination que nous connaissons, pour lesquels nous avons de l'expérience, de l'expertise, en nous appuyant sur les experts que sont les médecins et notamment les médecins traitants. C'est la clé de la confiance. Nous savons que les Français font confiance à leurs médecins et là où les médecins sont exclus d'une campagne vaccinale, la confiance est exclue. Nous les associons, et ce n'est pas la seule raison, évidemment, c'est aussi parce que nous voulons que les personnes puissent être vaccinées dans des bonnes conditions, donc avec des éléments qui sont connus. Ce qui n'exclut pas d'avoir des petits centres de vaccination, en lien d'ailleurs avec les collectivités territoriales qui peuvent proposer d'identifier des endroits dans lesquels des médecins pourraient venir ou d'autres professionnels pourraient venir participer à la vaccination. Ça viendra peut-être plus tard. Rien n'est exclu. Nous en discutons avec les collectivités territoriales de manière très ouverte et transparente. Mais encore une fois, nous avons un réseau qui est solide, qui est éprouvé. De la même manière, nous avons en matière de pharmacovigilance un réseau qui est solide et qui est éprouvé depuis des années, des décennies, en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est en charge du recueil des effets indésirables, en lien avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les infirmières qui sont au contact des personnes qui ont été vaccinées. Croyez-moi, il y aura une surveillance très particulière avec un dispositif complet en matière de recueil de toutes les informations qui sont indispensables lorsque on utilise un vaccin ou un produit de santé d'ailleurs quel qu'il soit et qu'on met sur le marché un type de médicament comme celui-ci. Et nous mettrons en plus en transparence ces informations à disposition du public. J'imagine que d'autres pays autour de nous feront la même chose. Nous avons une histoire particulière en France autour de la pharmacovigilance. C'est un point essentiel de la stratégie vaccinale que nous conduisons. Quant à savoir si Monsieur le Premier ministre voudra se faire vacciner, je vais vous laisser la primaire de la réponse. Oui, c'est vrai que c'est pas une question piège, mais c'est une question intéressante. C'est-à-dire que d'abord, là où vous me croyez sur parole, je ne figure pas dans les publics prioritaires déterminés par la HAS. Enfin, je ne crois pas. Bon. Et donc, vous voyez bien, le premier inconvénient, c'est que si je suivais votre recommandation, d'aucuns pourraient considérer que c'est un passe-droit. Bon, et c'est pas dans les habitudes de la maison. Mais je pense pas que ce soit ce que vous me suggériez. C'est plutôt sur le terrain de l'exemplarité au sens effet d'entraînement. C'est vrai que c'est... Je vous avoue que je ne me suis pas posé la question en ces termes. Je pense qu'il faut quand même suivre notre stratégie vaccinale et que les premiers responsables du pays doivent s'y conformer, ce que je fais en toutes circonstances. Alors, quant au président Giscard d'Estaing, je me suis exprimé, on va dire, officiellement au petit matin, dès que la nouvelle de son décès m'est parvenue. Bon, je l'ai croisé une seule fois dans ma vie, mais pas du tout pour prétendre que je le connaissais, puisque la question que vous me posez, un tour personnel, vous voyez, moi je suis né en 1965, donc le septennat de Valéry Giscard d'Estaing correspond à mon éveil à la vie publique, à mon éveil à la citoyenneté. Je n'avais pas encore l'occasion de voter, même s'il a abaissé l'âge à majorité électorale, et c'était quelqu'un qui, quand j'étais plus jeune, donc, me fascinait par son intelligence, son aisance, et ça, je n'avais sans doute à l'époque pas conscience, ce que j'ai évidemment aujourd'hui, de ce qu'il a apporté à notre pays. Il est longtemps resté associé au président de la crise, puisque, comme vous le savez, son élection, 1974, correspond au premier choc pétrolier, qui a suivi le second, la dégradation du chômage, etc., à laquelle il a fait face de façon absolument déterminée. Mais voilà, je pense que, j'ai dit, c'est un homme de liberté. Il symbolisait cette grande tendance libérale de la France à laquelle il a apporté, là non plus, je ne vous rappellerai pas les grandes lois qu'il a faites voter. Je parlais des jeunes, on peut parler des femmes. Je vous rappelle aussi que c'est lui qui a
autorisé la saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition. Ça a été à l'époque une réforme, comme toujours, dont on a peu parlé et qui a eu pourtant sur l'équilibre de nos institutions un effet tout à fait significatif. Et puis je le revois, je garde l'image de l'européen. Je revois très bien la première campagne au Parlement européen avec la figure emblématique de Simone Veil qu'il avait choisie pour la conduire. Je le revois beaucoup avec le chancelier Helmut Schmidt faisant l'Europe monétaire, s'inscrivant, je dirais peut-être même donnant ses lettres de noblesse à ce couple franco-allemand qui lui a largement survécu, jusqu'encore aujourd'hui, entre le président Macron et la chancelière, prenant cette initiative remarquée de la relance européenne. Voilà, c'est un peu le père de tout ça, Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, un homme intelligent, élégant, un homme d'État. Donc, j'essaie de m'en inspirer. Voilà, c'est sans doute le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. Je vous remercie beaucoup.